qui me paraissent importantes. Je dois d'abord souligner que j'ai reçu un peu tardivement les communications. Je crois que c'est hier nuit que j'ai reçu les deux dernières, dont l'une était en fait une communication complète, l'autre un résumé. Et samedi, j'avais reçu une première communication et un résumé, ce qui n'a pas toujours facilité le travail qui m'avait été demandé. C'est tout à l'heure, en écoutant certaines communications, que j'ai pu compléter vraiment l'information à partir de laquelle je devais travailler. Les communications qui nous ont été présentées dans cette session, à mon sens, ont cherché à camper l'identité de Guet-Ndar, une identité en lien avec l'identité de Saint-Louis. Les quatre intervenants ont mis le focus sur ce qui fait de la communauté guet-ndarienne une communauté singulière. Singulière par son histoire, sa culture, sa sociologie et son environnement. Donc, ce que je voudrais relever ici, à l'attention des participants, c'est surtout par rapport à ces quatre registres, les éléments de singularité de Guet-Ndar, sans revenir sur les exposés qui ont été faits et qui ont été assez exhaustifs. Je voudrais surtout tenter de mettre en rapport les éléments qui sont les éléments transversaux que l'on peut trouver dans ces différentes, qui relient ces différentes communications. Pour les professeurs Bouba Diop et Abdourahmane Gaïndé, il faut aller chercher la réponse concernant les éléments de singularité de Guet-Ndar. Il faut aller les chercher dans la langue ou les langages, comme dit le professeur Gaïndé, la géographie, la chronologie et les formes d'organisation sociale. Chacun, en ce qui le concerne, à travers différents exemples, a présenté suffisamment d'éléments pour nous faire comprendre ce qui fait l'identité de Guet-Ndar et des Guet-Ndariens. Le professeur Bouba a fait référence au temps long. Quand il évoque un peu, il remonte jusqu'à la période antique pour interroger les éléments du registre linguistique, mais aussi les mythes et les éléments d'héritage des migrations anciennes. Il discute de la pertinence des propositions apportées pour expliquer certains toponymes, notamment les toponymes Ndar et Guet-Ndar. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit.
Quant au professeur Gaïndé, il a prêté attention, comme il nous l'a dit, il ne faisait pas une recherche, mais il a observé, écouté, et à partir de ces observations, et les récits et anecdotes qui ont été rapportés par ces étudiants en mission de recherche à Guet-Ndar, il a essayé de lire et d'interpréter ce qu'il appelle les lambeaux de langage, afin d'en tirer des éléments de compréhension de l'esprit guet-ndarien. Et l'esprit guet-ndarien, dans la dernière communication de M. Tuti Sow, est un élément extrêmement important pour comprendre le regard que les populations non, y compris même les populations saint-louisiennes de certains quartiers, mais surtout les populations non saint-louisiennes, jettent sur les regards que ces populations jettent sur le type guet-ndarien. Le type guet-ndarien. Le type guet-ndarien est considéré à partir de ce que M. Sow appelle les idées reçues, comme étant quelqu'un qui est hors de la civilisation. Or, ce type de représentation sociale qui n'est pas exacte, qui n'est pas la bonne, évidemment, est la source de condescendance que, je crois que c'est dans la communication de Bouba ou de Ngaïdé qu'on retrouve ce terme de condescendance que les autres populations ont vis-à-vis du guet-ndarien. Des éléments de géographie sont également convoqués comme marqueurs de cette singularité. Beaucoup, disons la plupart de ces intervenants, ont insisté, ont décrit ce bout de terre ce fragment de cordon littoral dont les processus ont fini par mettre en place une flèche que les géographes appellent une flèche littorale sur laquelle sont installés ces trois quartiers qui vous ont été présentés tout à l'heure, de Gokhombath jusqu'à Guet-Ndar. Mais il faut associer cette approche géographique à une approche sociologique pour comprendre ce que représente aux yeux du guet-ndarien ce site, qui n'est pas simplement le lieu d'habitat, qui n'est pas simplement le lieu des activités, mais qui est en même temps un lieu de culte qui reflète ou même qui symbolise, si l'on peut dire, la culture guet-ndarienne, entre guillemets. Et si on ne comprend pas cela, évidemment, toutes les mesures que l'administration tente de prendre, qu'il s'agisse de l'administration coloniale ou de l'administration actuelle, aboutissent à ce rejet par les populations parce que, en fait, il s'agit de les expulser
de ce site qui est le reflet, en fait, de toute leur vie. Voyez. Et, comme le professeur Ngaïdé l'a dit, nous nous étonnons de ce qui n'étonne pas les Guendariens. C'est-à-dire, nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi ces gens sont si attachés à ce bout de terre qui ne peut plus les contenir, qui est rongé par la mer, qui les expose à des dangers de toutes sortes, mais malgré tout, ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter. D'où, pour le chercheur et pour l'aménagiste, l'importance de comprendre les éléments qui fondent cet attachement, qui est à la fois un attachement culturel et un attachement sociologique à cette bande de terre. Les deux autres communications, les éléments transversaux que je relève dans ces deux communications, celle de M. Diarra et de M. Sow, portent particulièrement sur des éléments de sociologie également. Dans sa communication, M. Diarra nous a présenté un modèle de métissage. La question de fond, c'est cela. Un modèle de métissage entre des communautés que tout semblait opposer. En particulier, leur territoire d'origine. Les Bambana viennent du Mali, de l'ancien territoire Soudan français, ou de la Haute-Volta, qui viennent à la rencontre de pêcheurs situés à l'extrémité occidentale de l'Afrique. Ils sont également opposés par la langue. Ceux-ci sont des Wolofs, les autres sont des Bambana. Mais leur expérience nous démontre la réussite d'une intégration qui, M. Diarra l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, disons, dans le résumé que j'ai lu, cet élément-là ne figurait pas, mais l'élément que j'avais surtout retenu, qui est dans le papier, c'est cette intelligence à utiliser la parenté à plaisanterie, n'est-ce pas, pour produire quelque chose d'extrêmement important, accepté par les deux communautés, pour pouvoir vivre ensemble. Il y ajoute également ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'opportunisme des Bambana, qui ont une bonne lecture de la situation pour savoir que pour bénéficier en fait des conditions qui sont offertes aux résidents, il fallait être Wolof. Et il y a des noms qui traduisent un peu cette appartenance à ce groupe. Ils ont eu l'intelligence
n'est-ce pas, d'accepter les non-wolofs à la place des non-bambara, d'autant plus que déjà ils s'entendaient, ces deux groupes ethniques s'entendaient dans le domaine du travail, dans le domaine des échanges et dans le domaine des mariages. Donc, ce type de cousinage, on peut dire, a été revisité par les deux communautés pour construire quelque chose d'extrêmement important. Donc, le résultat, c'est un modèle de cohabitation pacifique qui a résisté au temps. La langue de barbarie pourrait être considérée comme un laboratoire d'intégration sociale et de coexistence pacifique entre ces deux communautés. Et ça, c'est des leçons, je pense, à retenir. Je retiendrai surtout dans les éléments transversaux la question de la mobilité des Guet-Ndariens que l'on retrouve dans les différentes communications. Mais une mobilité en réadaptation en fonction des vicissitudes liées à l'histoire, mais aussi liées à la géographie. Car les déplacements des Guet-Ndariens étaient des déplacements très anciens, il ne faut pas l'oublier. Et M. Toutisso a insisté là-dessus. Mais, au gré des difficultés, ils ont été contraints, disons, de renouveler les trajectoires et d'aller chercher de nouvelles expériences dans d'autres, d'abord au niveau du littoral, mais aussi aujourd'hui sur d'autres territoires. Alors, puisqu'on me rappelle que les 10 minutes sont terminées. Donc, vous avez fait 15 minutes. 15 minutes. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.